va faire pour lui-même. Pourquoi est-ce que cette conception même de l'individu, le mot même individu, inaugure un nouveau monde? Parce que avant, chaque individu était le vassal ou le sujet de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le contraire d'individu, c'est sujet au sens politique du terme. Quand on est individu, on n'est plus sujet. Dans le monde féodal, il y avait, pour caricaturer les choses, le roi, qui était, disons, le chef de la nation, au sens presque familial du terme. Hein. L'autorité du roi, elle est basée sur le modèle de l'autorité paternelle. Il y a toujours un roi, il y a toujours un père, c'est-à-dire quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et qui va donc imposer son autorité légitime, morale, sur nous, en nous disant « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, voilà ce que tu dois faire. » D'accord ? Locke dit « Ça ne fonctionne plus. » Ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que l'homme est doué de raison. Dieu l'a fait raisonnable, et la raison permet à l'homme de savoir, de se donner à lui-même ses propres lois pour faire ce qui est bon pour lui. D'accord ? Et ça rend l'individu, c'est la première caractéristique, parce que, alors, autre révolution de Locke à l'époque, hein, scandaleux, progressiste, c'était que l'autorité dans la famille, c'est plus simplement l'autorité du père, c'est l'autorité du père et de la mère. Déjà pour commencer, ce qui fait grincer des dents, hein, et l'autorité du père et de la mère qui se partagent à égale proportion l'autorité sur les enfants, hein, elle ne dure que pendant le temps où l'enfant n'est pas capable de se déterminer par lui-même. Une fois que l'enfant est capable de se déterminer par lui-même, l'autorité des parents n'a plus lieu d'être. Donc c'est vraiment le principe même de l'autorité féodale que le libéralisme va casser justement pour créer un nouveau monde. Donc autonomie, hein, l'individu se donne à lui-même sa propre loi, il est doué de raison, hein, ce que Locke appelle la lumière naturelle. Et cette autonomie va créer du coup les deux caractéristiques qui permettent de définir ce que c'est qu'un individu. Un individu, c'est quoi ? C'est deux choses, à partir de là. La propriété et la liberté. Voilà. Et quand on a dit ça, en fait, on a tout dit du libéralisme déjà. Tout est là. Et tout le reste, tout ce qu'on peut dire après, n'est juste qu'un découlement, enfin, ce qui découle logiquement plutôt, hein, c'est plus français, découle logiquement de ça. D'accord ? Donc, une fois, et c'est ce que Marx aura bien vu, c'est ce que je vais dire à la fin, si on accepte ça, si on accepte l'idée que l'individu est autonome, qu'il est propriétaire de lui-même et qu'il est libre, alors on met le doigt dans l'engrenage libéral et tout suit. Alors, propriété, ça veut dire quoi ? L'homme est propriétaire de lui-même et de ses biens. C'est-à-dire que pour Locke, par le travail, je m'approprie quelque chose. Hein, je vois un arbre, il y a un fruit, je lève la main, je prends le fruit, j'arrache le fruit de l'arbre, j'ai effectué un travail, un effort, hein, même le plus simple possible, un effort, et de cet effort-là, le fruit est à moi. C'est ma propriété. Et la propriété, ça veut dire que le fruit devient une extension de mon être. Par le travail, j'enrichis et j'étends mon être au sein du monde. Donc, le fruit de son travail, le produit de son travail, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc, extension de son être. Et la liberté, elle provient aussi de la raison, c'est-à-dire que je sais moi-même comment je vais travailler, je sais moi-même dans quoi je vais travailler, et je sais moi-même si je veux travailler ou pas. Bref, tout ce que je dois faire pour acquérir de la propriété, je vais le décider moi-même. Personne ne va me l'ordonner, personne ne va me déterminer, personne ne va me dire quoi faire à ma place. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a posé tout simplement les bases du libéralisme. C'est ça. Vous voyez, c'est simple, hein, au départ. Quand on est un individu, on est dans un monde libéral.
une fois posées ces bases-là, vous voyez, première partie, j'espère que je ne prends pas trop longtemps, une fois qu'on a posé ces bases-là, alors on peut mieux comprendre ce que c'est que le libéralisme du point de vue politique. Alors, Locke pense à un État libéral. L'État libéral, c'est tout simplement un État, disons une société, où les hommes se donnent eux-mêmes une force qui va leur permettre de se défendre. À l'état de nature, c'est-à-dire s'il n'y a pas de loi civile, si personne n'a fait de loi, chaque individu, maître de lui-même, a le devoir sacré de se défendre, défendre sa personne et défendre ses biens, vu que ça revient à peu près au même. Donc, la sécurité des biens et des personnes est le devoir sacré de chaque individu. Mais parfois, notre propre force personnelle n'y suffit pas quand la menace est trop grande. Donc, les hommes vont devoir s'associer et créer une sorte de protection civile, c'est-à-dire chacun va s'entendre sur le périmètre à lui donner, et cette protection que les individus vont organiser ensemble, ça s'appelle un État, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont se donner des lois, des interdictions à ne pas comment dirais-je, à respecter, tout simplement. En préparant ça, j'ai repensé. En fait, l'État libéral, c'est tout simple. Si vous connaissez un film de John Sturges des années 60, du début des années 60, qui s'appelle Les 7 mercenaires. Tout le monde a vu ça? Eh bien, les 7 mercenaires, c'est l'État libéral. C'est tout bête, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous avez le village des Mexicains, qui fait face à une menace ponctuelle. Il y a les cow-boys, les méchants cow-boys qui viennent, qui raquettent, je crois, le village. Que font les Mexicains? Ils vont demander de l'aide, ils vont payer quelqu'un, une force. Donc là, c'est 7 types, mais ça peut être un État avec une institution, peu importe, c'est exactement le même principe. Ils vont payer 7 types pour les défendre, non pas à leur place, mais pour étendre leurs moyens de se défendre eux-mêmes. D'accord? C'est ça l'État libéral. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, théoriquement, il y a un moment où l'État est moins, disons, se justifie moins, la force de l'État se justifie moins, du coup, on réduit ses prérogatives. Donc, l'État libéral, c'est un service que les individus organisent entre eux, pour leur sécurité. La sécurité, c'est la seule et unique mission de l'État du point de vue libéral, c'est tout. Donc évidemment, de ce point de vue-là, pas de régulation économique, l'État n'a pas à agir économiquement. Bien sûr, parce que agir économiquement, c'est décider de ce que les gens vont faire de leur argent à leur place. Et ça contrevient exactement au principe de propriété. Si j'ai gagné de l'argent par mon travail, cet argent-là, je suis le seul et unique décideur de la façon dont il va être employé. Rien ni personne ne saurait décider à ma place comment est-ce que je vais disposer des fruits de mon travail. Et sûrement pas un État, par conséquent. Donc, la pire chose, le premier ennemi du libéral, le tout premier, c'est les impôts. Voilà. Du coup, c'est le pire ennemi parce que les impôts, c'est l'État qui va décider d'aller prendre mon argent alors qu'il est à moi. Puisque je l'ai gagné. Vous voyez, donc au fin fond de la pensée libérale, il y a l'idée que le produit du travail est ma propriété sacrée. Qu'il y a une sorte de loi naturelle qui fait que je suis le seul à pouvoir en disposer. Et tout ce qui contrevient à ce premier principe est mauvais en soi, ne respecte pas le droit naturel de chacun. Il y a ce dicton anglo-saxon qui dit « There's nothing sure but death and taxes ». Rien n'est sûr dans la vie, sinon la mort et les taxes, et les impôts. C'est-à-dire, c'est les deux pires fléaux, la mort et les impôts, au même niveau. Donc, c'est la première chose qu'un libéral va combattre. Donc, effectivement, moins on paye d'impôts, il ne faudrait pas en payer du tout, dans les 7 mercenaires, les paysans, les pauvres paysans sont d'accord pour donner de l'argent à une force protectrice, mais si la force protectrice venait d'elle-même en disant
alors on va vous défendre, on va du coup vous prendre de l'argent pour payer les moyens de vous défendre, les paysans, ils n'auraient rien décidé. On dit, ben non, c'est du racket, hein. L'État, c'est un État mafieux, par définition presque. Donc, la première chose que encore une fois, hein, que les libéraux vont, je me répète, hein, que les libéraux vont attaquer sont les impôts. D'ailleurs, c'est presque l'acte de naissance, hein, du libéralisme actif militant, hein, c'est en 1773 à Boston, hein, les fameuses, disons, révoltes, hein, des commerçants du thé, hein, qui refusaient les taxations de la couronne britannique sur le thé, hein, et le Tea Party, le groupe républicain aux États-Unis, hein, le Tea Party. Alors il joue sur les deux, hein, donc il faut référence au thé en 1773 à Boston, et Tea, ça veut aussi dire taxed enough already. On paye déjà trop d'impôts. C'est les deux choses. Donc voilà, il faut impérativement que l'État soit réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire la sécurité des biens et des personnes. Cet État libéral, on en trouve deux versions. Nous, actuellement, on vit dans la seconde, plus ou moins. On en trouve deux versions. La première version, c'est ce qu'on appelle l'État minimal ou libertarien, c'est-à-dire un État qui respecte les principes libéraux et qui va exactement circonscrire l'État à sa seule mission de mise en sécurité des biens et des personnes. Attention, encore une fois, l'État ne se substitue pas aux gens, c'est-à-dire que le devoir de me défendre, à la fin, il m'incombe à moi. Mais si à un moment donné, je ne peux plus me défendre moi-même, alors je fais appel à l'État. Mais à la fin, c'est moi. Hein, vous voyez encore dans les films américains, le fermier qui sort de chez lui avec son fusil et qui dit « sortez de ma propriété, sinon je vous le plombe ». Hein. Eh bien, il exerce son droit naturel de se défendre, et personne d'autre peut le faire à sa place. Hein. Donc, l'État minimal est l'État libéral qui respecte les principes et les valeurs libérales, hein, et qui va respecter le droit, entre guillemets, sacré de chacun, de disposer de sa propriété et de ses biens. C'est l'État libertarien, c'est l'État qu'appellent de leur vœu les libertariens aux États-Unis, Clint Eastwood et ces gens-là. Quel est le problème de l'État minimal? Le problème de l'État minimal, c'est que s'il laisse aux individus le soin de réguler l'activité économique, alors cette activité économique, vous savez, c'est le principe de la main invisible d'Adam Smith, qui dit qu'il n'y a pas besoin de régulation en économie. Hein. La régulation en économie, c'est simplement l'excuse de l'État pour vous prendre vos sous. En réalité, on n'en a pas besoin, puisque chacun va essayer de faire ses affaires égoïstement. La plus grande qualité de l'humanité, c'est l'égoïsme. Chacun va soigner son propre intérêt à lui. Et chacun soignant son propre intérêt personnel va, sans le faire exprès, sans le vouloir, c'est l'idée de la main invisible, contribuer au bien commun. Par exemple, l'intérêt, c'est ce que dit Adam Smith, c'est un exemple très connu, l'intérêt du boulanger, son intérêt à lui, c'est de me vendre son pain, et mon intérêt à moi, c'est de lui acheter son pain. Donc, moi, comme le boulanger, tous les deux, on est très égoïstes. Tous les deux, on va essayer de satisfaire notre propre intérêt personnel. Hein. Et on n'a pas conscience, quand on fait ça, qu'en réalité, eh ben, on contribue, on travaille à la prospérité de la société entière. Mais dès que, dit Adam Smith, dès qu'on essaye de faire le bien de la société entière, alors là, on n'y arrive plus. Il faut que chacun, et c'est très important, chacun doit vraiment rester égoïste. C'est la seule manière pour la société de bien fonctionner. Dès qu'on essaye, Tocqueville le dit aussi, hein, dans de la démocratie en Amérique, hein, dès qu'on essaye de chercher le bien commun, etc., alors du coup on essaie d'imposer des normes et des règles et des valeurs aux gens, et c'est la fin de tout. Hein, c'est la fin du respect de l'individu. Donc chacun ne doit penser qu'à lui-même, c'est très important. Hein. On a ça dans Mondeville aussi, dans la fable des abeilles, hein, qui dit que, pareil ça c'est fin 18e, qui dit que
pourquoi est-ce qu'une ruche fonctionne tellement bien? C'est que chaque abeille ne pense qu'à elle. Il faut penser qu'à soi. C'est très important, encore une fois, pour que la société puisse fonctionner correctement. Donc ça, c'est l'idée de la main invisible. Est-ce que j'avais mis une citation? Oui, voilà. Adam Smith, dans De la richesse des nations, qui est un peu le point de départ de tout le libéralisme économique. Voilà ce qu'écrit Adam Smith. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, le marchand travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler, l'intérêt de la société. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient dans leur entreprise de commerce à travailler pour le bien général aient fait beaucoup de bonnes choses. C'est-à-dire celui qui prétend travailler pour le bien général, le bien commun, en général, justement, il ne fait rien de mal. Mais celui qui travaille que pour lui-même contribue au bien commun. C'est là, en fait, cette idée-là, elle date de la fin du XVIIIe siècle, mais nous, on en entend parler, c'est d'une cruelle actualité. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça la main invisible, on appelle ça le ruissellement. Exactement la même chose. Ça ruisselle, vous savez, si les grands patrons font des bénéfices, ils le font pour eux, c'est sûr, mais ça va ruisseler sur les gens. C'est exactement la même chose. En faisant son bien égoïste, on travaille pour les autres, pour le bien commun. Donc, aucune régulation économique, ça ne sert à rien. Dès que l'État se met de régulation économique, c'est une fausse excuse pour vous prendre votre argent. Quel est le problème? C'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puisque l'histoire montre, alors évidemment, les premiers concepteurs de la chose n'avaient pas le recul qu'on a aujourd'hui, mais l'histoire montre que si on manque de régulation économique, alors on a une aggravation de la différence entre ceux qui s'enrichissent de plus en plus et ceux qui s'appauvrissent de plus en plus. Une aggravation des contrastes sociaux, et ces contrastes sociaux, qui s'aggravent de plus en plus, amènent un problème qui, pour le coup, pour les libéraux, est un peu délicat. C'est que plus vous avez de gens très riches et de gens très pauvres en même temps, et plus vous avez des risques d'émeutes, de troubles, voire de révoltes, c'est-à-dire de menaces de la sécurité, justement, des biens et des personnes. Donc, finalement, l'État minimal respecte totalement et complètement les principes libéraux, mais il n'a pas des résultats très convaincants. Donc, pour les libéraux, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, transiger un peu avec ses principes, faire un peu de distribution, de redistribution, pour éviter le risque des émeutes et des révoltes. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. Alors, je lis souvent que l'État-providence n'est pas un État libéral. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. L'État-providence, c'est un État libéral, à mon sens. On lit souvent que ce n'est pas le cas. Alors, il y a des arguments, évidemment, mais au fond, pour faire court, l'État-providence est simplement un État libéral qui transige avec ses principes, qui va faire un peu de redistribution, justement pour éviter une aggravation des contrastes économiques, et qui va du coup, comment dirais-je, remplir son but ultime, qui est la sécurité des biens et des personnes. C'est tout. On a ça alors. Deux exemples simplement, parmi les plus connus, dans les années 1880, 81, 83, le Bismarck en Allemagne, qui va chercher à faire deux choses. Première chose, donc, il va essayer de faire un État fort, donc quelque chose de pas très libéral, dans un sens, mais qui va ensuite essayer de s'allier avec les libéraux pour, disons, neutraliser les forces socialistes qui cherchaient justement à renverser l'État, enfin l'État de l'époque, à renverser l'État. Effectivement, il y avait de plus en plus de troubles sociaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Bismarck va créer une sorte d'assurance maladie, de caisse sociale
non pas du tout par souci du bien commun, hein, mais tout simplement pour éviter que les ouvriers s'organisent et commencent à attaquer l'État. Donc c'est contre les socialistes, pour à la fois leur couper l'herbe sur le pied et les neutraliser, que Bismarck va créer la première caisse d'assurance maladie, hein, dans un sens. Alors après, effectivement, l'État de Bismarck, c'est un État qui est plutôt paternaliste, plutôt conservateur, donc il n'est pas très libéral dans ce sens-là, hein, il constituerait un argument peut-être contre ce que je dis là, mais en même temps, j'ai bien l'impression que il y a l'idée, même dans l'État-providence de Bismarck, hein, que ce que nous donne l'État, hein, je l'avais lu récemment dans un article d'un prof de Sciences Po d'ailleurs, hein, ce que nous donne l'État, c'est un don et ça n'est pas un dû. C'est un don. C'est-à-dire l'État est bien gentil, hein, dans son extrême magnanimité, de nous reverser un peu, de faire ruisseler sur nous un peu des biens amassés par les plus riches. Donc, il y a de ça, si vous voulez, il y a de ça. Hein. Il y a l'idée qu'on va transiger un peu avec les principes, mais on va, du coup, respecter la mission première de l'État libéral. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est Bismarck, et puis forcément, le deuxième exemple, très connu aussi, c'est Keynes, en 29. Après la crise, hein, qui va redistribuer un peu, pour éviter donc disons la misère due au chômage, etc., hein, qui va redistribuer une partie des richesses. Alors, est-ce que j'ai pris la citation de Keynes que je trouvais intéressante ? Non, j'ai pas pris. Bref, c'est l'idée des minima sociaux. Hein. Qui vont permettre la relance par la consommation. C'est une idée bien connue. Hein. Mais, encore une fois, hein, cette redistribution-là ne remet pas, est une sorte de compromis du libéralisme avec la réalité, hein, mais elle ne transige pas, malgré tout, avec les principes fondamentaux, hein, du respect des individus. Alors, effectivement, l'État-providence, ça ne va pas non plus quand on est libéral, parce qu'on est obligé de transiger avec ses valeurs. Hein, donc on transige jusqu'à un certain point, mais le point, il faut qu'il soit le plus bas possible. Donc, en réalité, entre ces deux types d'articulation de l'État libéral, on a un vrai problème. Et le libéralisme est constamment dans ce problème-là. Et c'est pour ça que, du coup, il y a toujours des sursauts, des chaos périodiques, historiques, dans l'histoire du libéralisme, parce que, ou alors, le libéral va respecter à la lettre ses principes, mais dans ce cas-là, il va créer de plus en plus d'aggravation, hein, comme je le disais, hein, il va aggraver les différences entre les plus riches et les plus pauvres, et il va créer des émeutes et des troubles. Donc ça ne lui va pas. Ou alors, il va mettre de l'eau dans son vin, transiger avec ses principes, mais ça ne tient jamais longtemps, parce qu'il va transiger de moins en moins. Parce que plus la situation va se stabiliser avec la redistribution des richesses, hein, plus le libéral va se sentir tranquille, justement moins menacé, et plus il voudra revenir à ses principes du coup. Vous voyez ? Donc l'histoire du libéralisme, c'est l'histoire d'un équilibre impossible à trouver, hein, entre l'application des principes et le principe de réalité. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc il y a pour employer un gros mot, il y a un problème systémique presque, hein, dans l'application politique des principes libéraux. Et c'est vrai qu'à la lumière de ça, tout devient, disons, les sursauts, les tressautements du libéralisme deviennent un peu plus lisibles. Parce que tout ce qu'on vient de dire amène à ça.
redonner à chaque individu le pouvoir de se déterminer par lui-même. C'est ça le principe même du libéral. Chaque individu est maître de lui-même. Ça veut dire quoi? Alors, ça peut se décliner en 3 points. Le premier point, on doit à l'un des fondateurs, encore une fois, du libéralisme, qui est John Stuart Mill, qui fait une distinction fondamentale, dans laquelle on vit encore aujourd'hui, celle de l'espace public et de l'espace privé. Dans un livre, dont le nom est éloquent, De la liberté. Voilà. Quand on tient notre vie privée, dans un sens, on est libéral. On est libéral. Puisque vie privée, sphère privée, espace privé, ça veut dire quoi? Privé de quoi? Privé d'incursion de l'État. L'État n'a pas le droit d'aller là. Vous voyez? Ce qui distingue, alors l'espace public c'est facile, c'est l'espace où on a des interactions avec les autres, où ce qu'on fait a des conséquences sur les autres. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des lois qui vont permettre que chacun, en respectant les autres, puisse ne pas se sentir menacé. Toujours ça, sécurité des biens et des personnes. Donc dans l'espace public, l'État légifère, met certaines lois, je ne peux pas aller, m'introduire chez quelqu'un comme si c'était chez moi, aller me servir dans son frigo, en fait, j'ai pas le droit. Et si je ne normalement par soi-même on le sait, mais si jamais on a oublié, par inadvertance ça arrive que on ne peut pas aller chez les gens, la loi est là pour nous le rappeler. Vous voyez, donc la loi civile ne se substitue pas à la loi naturelle, la loi civile elle ne fait que la souligner, la renforcer. Et l'espace privé, c'est tout le reste, par définition, c'est-à-dire tout ce que je peux faire qui n'a aucune incidence ou aucune conséquence sur les autres, les gens avec qui je vis autour de moi. Ça, c'est l'espace privé. Dans l'espace privé, je peux faire n'importe quoi, ce qui me chante. Je suis totalement maître de moi-même. Si je veux boire ou si je veux fumer, ou si je veux ne pas boire ou ne pas fumer, ou si je veux manger ou ne pas manger, si je veux travailler, ne pas travailler. En fait, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Donc, pour le libéral, l'espace privé, donc c'est l'espace où s'exprime le plus fortement la liberté individuelle, où se trouve appliqué ce qu'on disait tout à l'heure, à plein le principe d'autonomie. Et où chacun se retrouve enfin pleinement un individu qui décide, sans que personne ne le contraigne, sans que personne ne lui donne d'ordre, qui décide ce qu'il veut faire pour être heureux. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous voyez pourquoi l'État est réduit. On comprend du coup, rétroactivement, pourquoi est-ce que l'État doit être réduit de plus en plus pour ménager l'espace privé. L'espace privé ou, synonyme exact, l'espace individuel. Là, on est au cœur même du libéralisme. C'est tout mène à ça. Deuxième point, la liberté religieuse. Alors c'est là le plus important parce que l'adversaire, le premier adversaire du libéralisme, c'est la religion. C'est la religion. Pourquoi ? Vous vous souvenez, on avait dit au tout début, Locke en 1690 crée un monde nouveau. Un monde nouveau, on l'a dit d'abord parce qu'il brise la règle de la féodalité, mais aussi et surtout parce que, à partir de 1689 dans la lettre à la tolérance, Locke prend acte des grands penseurs politiques modernes qu'il y a eu un peu avant lui, et va dire quelque chose de peu audible à l'époque, qui est que vivre consiste à rechercher le bonheur. C'est pas du tout évident. Parce que quand on vit dans un monde féodal, vivre, ça consiste pas du tout à chercher le bonheur. Vivre, ça consiste à souffrir pour sauver son âme et être sauvé dans l'éternité. Donc,
en gros, hein, si comme moi vous avez eu une éducation catholique ou religieuse, vous avez peut-être été bercé par exemple par cette phrase de l'évangile de Matthieu qui dit que soyez contents de souffrir ici-bas, plus vous souffrez, plus vous êtes malheureux et plus vous mériterez d'être sauvés dans l'autre monde, dans le paradis. Donc, il ne faut pas être heureux, il faut être malheureux, il faut souffrir bien comme il faut, et plus on souffre et plus on aura mérité le salut. Hein. Je dis toujours à mes élèves, quand on dit salut à quelqu'un, c'est on lui souhaite le bonheur absolu et éternel en Dieu. C'est pas mal. Depuis Augustin jusqu'à Locke, enfin un peu avant Locke, hein, pas beaucoup plus, hein, à peine un siècle avant, la seule idée, pourquoi est-ce qu'on vivait en société ensemble, c'est que la société nous permettait de nous préparer à être sauvés dans l'éternité. Le but de la société était un but religieux. L'idée, hein, comme dira Saint-Just en 1793, hein, le bonheur est une idée neuve en Europe, ben, ce qu'il dit là est d'essence libérale. Alors, les liens entre Saint-Just et le libéralisme sont compliqués. Hein. Il l'est d'une certaine manière, il ne l'est pas d'une autre manière, mais ce qu'il dit là, hein, c'est une idée qui est d'essence libérale, c'est-à-dire que finalement, on se regroupe en société pour chercher chacun individuellement notre propre façon d'être heureux. Ici-bas, ici et maintenant, il ne s'agit pas d'attendre après la mort. Vous voyez ? C'est ça le nouveau paradigme libéral, si vous voulez. Hein. Soyons heureux maintenant, hein, comme disait Pierre Desproges, hein, vivons heureux en attendant la mort. Mais c'est ça, le mot d'ordre libéral. Donc, liberté religieuse, c'est-à-dire que on n'est plus forcé de vivre sous les préceptes de la religion qui nous disent, si on est malade, si on souffre, que c'est très bien. Mais au contraire, qu'on a le droit de travailler autant qu'on veut pour assurer notre bonheur, notre prospérité, ou notre bien-être, ce qui revient à peu près au même ici, hein, ici et maintenant. Donc chacun peut croire à ce qu'il veut, hein. Encore une fois, la société n'a plus, l'État n'a plus à s'immiscer dans l'espace privé, à dire quel est le bien, comment il faut se comporter, etc. Vous voyez, donc ces deux choses-là, encore une fois, sont liées. Hein. Je fais une brève parenthèse, mais pour attaquer le libéralisme, hein, l'une des premières choses que fera Marx dans l'idéologie allemande, c'est de revenir là-dessus, sur la liberté religieuse. Pour Marx, il n'y a pas de liberté religieuse, hein, c'est un non-sens. Il n'en faut pas, puisque il faut juste pas de religion. Hein, puisque la religion est l'arme dont va se servir la bourgeoisie, justement pour dire aux ouvriers, bah, tant mieux si vous souffrez, vous allez gagner le paradis, continuez. Donc il faut au contraire supprimer toute forme de religion. Les gens ne sont pas libres de croire. Hein. Être libre de croire, c'est une illusion pour Marx. Ça ne peut pas exister parce que dès qu'on est libre, on ne croit plus automatiquement, vu qu'on fait notre bonheur ici et maintenant. Ben, c'est l'idée du bonheur lui-même. C'est l'idée du bonheur lui-même. Pour un libéral, le bonheur, c'est quoi ? C'est le plaisir. Tout le plaisir qu'on peut avoir dans la vie. Voilà. On est heureux à mesure qu'on a du plaisir dans la vie. Alors après, c'est quoi le plaisir ? Alors, c'est une discussion libérale. Hein. On a deux possibilités. On a celle de Bentham qui dit en fait, ben, le plaisir c'est le plaisir, il n'y a pas de distinction à avoir. Hein. Dès qu'on a du plaisir, on est heureux. Ça s'appelle l'hédonisme, c'est pas important. Et il y a Mill qui dit, ah non, il y a plusieurs sortes de plaisir. Il y a le plaisir des bas, grossiers, physiques, hein, et puis il y a le plaisir intellectuel qui est une valeur bien plus noble, bien plus importante. Hein. Mais dans tous les cas, la société doit permettre à chacun, en travaillant, en s'appropriant des biens, avoir un maximum de plaisir et donc à être heureux le plus possible. Donc en fait, dans la recherche du plaisir, on va mobiliser les trois choses qu'on a évoquées. D'abord, la liberté.
La liberté, ça rentre dans le plaisir, parce que c'est parce que je décide librement d'aller chercher telle chose, d'aller satisfaire mon bien-être de telle manière, que personne ne va me l'imposer, mais que je vais le choisir par moi-même, que je vais en avoir. La deuxième chose, c'est la propriété. Je vais pouvoir m'approprier ce qui va me permettre d'avoir du plaisir, que ce soit la nourriture, que ce soit un domicile, que ce soit des biens même un peu plus luxueux, même dans le superflu, hein, finalement. L'une des choses qui fait plaisir dans la vie, c'est aussi le superflu. Tout ça, si vous voulez, entre là et là, ça emmène à un point. Le plaisir, aujourd'hui, on n'appelle plus ça le plaisir, c'est un autre mot, mais en réalité, ça revient exactement au même. C'est la consommation. Dire qu'on est dans une société de consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va choisir ce qu'on veut, s'approprier, acheter, pour pouvoir être heureux tout simplement. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une pub? C'est de l'idéologie à plein. Une pub nous dit, si vous avez du plaisir, alors vous serez heureux. C'est-à-dire que ces deux choses-là sont inextricablement liées dans une publicité. La logique de consommation est simplement, disons, la société qui découle presque inéluctablement des principes libéraux. C'est-à-dire que, vous voyez, normalement, si j'ai été suffisamment clair, ce qui n'est pas nécessairement le cas, à mon sens, à partir du moment, vous avez dit au début, si on met le doigt dans l'engrenage, alors ensuite, après, on est obligé de mettre le bras, hein, à partir du moment où on dit qu'on est un individu, libre et maître de nous-mêmes, inéluctablement, on arrive ensuite à défendre la société de consommation. Puisque si on est maître de nous-mêmes, alors à ce moment-là, l'État n'a rien à nous dire. Si l'État n'a rien à nous dire, alors je peux moi-même travailler à ce qui va me rendre heureux ici et maintenant. Or, le bonheur ici et maintenant passe par le plaisir. Et si ça passe par le plaisir, alors ça passe par tous les objets qui vont augmenter ce plaisir. Que ce soit un livre, un film, de la nourriture, du chauffage l'hiver, tout ça. Autrement dit, société de consommation. Et une fois qu'on a dit ça, origine philosophique, dimension politique, dimension morale, on a posé les principes du libéralisme. La production réalisée en dehors de la société par cet individu singulier est chose aussi absurde que le serait le développement du langage sans la présence d'individus vivant et parlant ensemble. Pour lui, dire qu'on est un individu avant de vivre en société, c'est exactement aussi absurde que de dire qu'on inventait le langage alors qu'on vivrait tout seul et qu'on n'avait jamais rencontré personne. Si on inventait le langage, c'est bien qu'on est forcé de communiquer avec les gens. Sinon, le langage, ça ne sert à rien. Eh bien, un individu, pareil. On est un individu que parce qu'on vit en société. Donc, pour un libéral, l'individu est la cause, la société est l'effet. Pour Marx, c'est l'inverse. La société est la cause, l'individu est l'effet. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez ? Et donc, en disant ça, Marx offre l'argument massif, décisif, contre le fondement même du libéralisme. Voilà. Et la deuxième critique du libéralisme, alors n'est pas une critique qui va attaquer les fondements même du libéralisme, mais une critique qui va essayer de dépasser l'individualisme libéral. C'est une troisième forme d'idéologie. Ah oui, j'ai pas dit, parce que tout ça, c'est de l'idéologie, bien sûr. L'idéologie républicaine, l'idéologie libérale, l'idéologie marxiste ou l'idéologie républicaine, c'est la troisième chose. Qu'est-ce que c'est que la République? L'idéologie républicaine, c'est pas exactement. Ça reprend quelques idées du libéralisme tout en les dépassant. C'est-à-dire que dans l'idée républicaine, la société n'est pas juste un outil que les individus se donnent en vue de leur plaisir égoïste individuel, mais l'individu va s'accomplir lui-même dans la société. C'est ça le truc. C'est-à-dire que en se donnant des droits, on va acquérir une plus grande liberté que quand on n'en avait pas.
On trouve ça notamment chez Rousseau. Dans le contrat social, c'est la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Tout le monde dit que c'est compliqué à comprendre cette volonté générale. En fait, c'est très facile. Et là encore, c'est un argument décisif contre le libéralisme. On parle de volonté générale, il faut que l'État fasse la volonté générale. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens se trompent en disant c'est la volonté de la majorité. Plus on est de monde à vouloir une chose, et plus c'est la volonté générale. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est pas plus on est nombreux et plus ça marche. Par exemple, on parlait des impôts. Mon intérêt particulier, à moi personnellement, je sais pas vous, c'est de payer le moins d'impôts possible et de garder le plus d'argent pour moi. C'est mon intérêt, au sens basique du terme. Et je suis sûr que pour plein de gens sont dans mon cas, et si on fait la somme de tous nos intérêts, on est tous d'accord pour payer moins d'impôts. Donc finalement, si c'était vraiment l'intérêt de la majorité, eh ben, on paierait le moins d'impôts possible, et du coup, le corps social fonctionnerait moins bien. On n'aurait plus de routes entretenues, de pompiers ou de forces de secours, etc. Mais la volonté générale, au contraire, c'est pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est l'intérêt du corps social. L'idée est la suivante, et c'est l'argument le plus important que l'idée républicaine démocratique peut donner contre le libéralisme. C'est l'idée que, au-delà de l'individu particulier, les individus particuliers se rassemblent, tous, d'accord, et vont fonder ce qu'on appelle un corps social. Voilà, une société. Mais l'idée de corps est intéressante parce qu'un corps, il a une volonté, la volonté générale, pour satisfaire un intérêt, l'intérêt général. Et cet intérêt général n'est pas la somme ni des volontés particulières, ni des intérêts particuliers, mais c'est bien celui du corps social lui-même. Vous voyez, chaque membre de la société est un peu schizophrène. Il a son intérêt particulier, de payer moins d'impôts, voire pas d'impôts du tout, mais en même temps, il se dit, j'ai envie de rouler sur des routes bien entretenues, j'ai envie de pouvoir aller à l'hôpital, j'ai envie de pouvoir appeler les pompiers si jamais ma vie est en jeu, j'ai envie de pouvoir faire tout ça. Donc finalement, mon intérêt n'est pas mon intérêt particulier. Mon intérêt, c'est l'intérêt général. Vous voyez? Et tout d'un coup, je ne pense plus en tant qu'individu. Je ne suis plus un individu, mais Rousseau dit, je suis, avec toute l'importance qu'il donnait à ce mot-là, je suis un citoyen, c'est-à-dire un homme accompli. On ne peut pas être un citoyen et un individu. Ces deux mots-là sont antinomiques. Le citoyen a compris qu'il fallait payer des impôts, et du coup, il en paye volontiers. C'est l'idée du consentement à l'impôt. Je consens à l'impôt parce que je sais que c'est important. Et je deviens content de payer des impôts, ce qui, pour un individu, vous vous souvenez tout à l'heure, ce qu'on a dit pour un individu, c'est contradictoire d'aimer payer des impôts. C'est aimer se faire dépouiller. Donc voilà, ça c'est la réponse républicaine. Et alors cette réponse républicaine, on la trouve à la fin chez Hegel, qui dit la chose de la manière la plus décisive possible. Alors bon, c'est dans le style de Hegel. Tout ce que l'homme est, alors il ne dit pas l'individu encore, tout ce que l'homme est, il le doit à l'État. Car le vrai est l'unité de la volonté subjective et de la volonté générale, c'est-à-dire que quand vous associez tout ça, vous avez une sorte d'accomplissement et de la société et des hommes entre eux, et tout d'un coup, tout s'harmonise avec tout. C'est ce que Hegel a toujours recherché, de toute façon, cette harmonie dans l'absolu. Dans l'État, l'universel s'exprime dans les lois, dans les déterminations rationnelles et universelles. Le bon plaisir ou les préférences particulières, c'est-à-dire ce que l'individu recherche, son bon plaisir, c'est-à-dire son autonomie. Le bon plaisir et les préférences particulières n'ont plus aucune validité. C'est-à-dire que finalement, on s'accomplit dans ce que
dans les lois qui font de nous des hommes accomplis. Être un homme accompli, c'est pas être un individu, c'est être un citoyen.